Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous lire les 4 derniers chapitres du livre L'anatomie de l'État, écrit par Murray Rothbard en 1974. Nous avions déjà exploré les 3 premiers chapitres dans une précédente vidéo, que je vous recommande d'écouter en priorité si ce n'est pas déjà fait pour comprendre les notions abordées aujourd'hui. Par ailleurs, peu importe vos opinions, je vous invite à écouter ces lectures qui proposent une perspective radicalement différente et à contre-courant des visions keynésiennes et socialistes largement répandues aujourd'hui. Pour résumer très brièvement, Rothbard est un auteur authentiquement libéral qui a fortement contribué au mouvement libertarien et anarcho-capitaliste au travers de ses ouvrages. Il est une référence en la matière si ces mouvements vous intéressent. Dans le premier chapitre, intitulé « Ce que l'État n'est pas », nous avions écouté Rothbard déconstruire les mythes entourant l'État. Contrairement à la vision répandue, l'État ne serait pas une institution bienveillante qui agirait pour le bien commun. Il nous invitait alors à dépasser cette image idéalisée et à regarder l'État pour ce qu'il est réellement. Dans le second chapitre, Ce que l'État est, Rothbard décrivait l'État comme un monopoleur de la violence et de la coercition, une entité qui s'impose par la force et vit des ressources extorquées aux citoyens via les taxes. Il le présentait comme une structure parasitaire survivant grâce à l'exploitation des individus. Dans le troisième chapitre, Comment l'État se préserve, Rothbard détaillait les stratégies utilisées par l'État pour consolider son pouvoir. Il montre comment l'État s'appuie sur des intellectuels pour légitimer son rôle et justifier son existence. Il souligne également comment l'État exploite le patriotisme naturel des peuples, c'est-à-dire l'amour de la terre et de l'histoire, pour les pousser à défendre l'État contre d'autres groupes ou nations. Et je vous propose de commencer sans plus attendre la lecture des chapitres suivants. Chapitre 4. Comment l'État transcende ses limites. Comme Bertrand de Jouvenel le fit remarquer avec sagesse, au cours des siècles, les hommes ont forgé des concepts destinés à vérifier et à limiter l'exercice du pouvoir étatique et, l'un après l'autre, l'État, en utilisant ses alliés intellectuels, a su transformer ces concepts en sceaux intellectuels de légitimité et de vertu pour promouvoir ses décisions et actions. À l'origine, en Europe occidentale, le concept de souveraineté divine stipulait que les rois ne pouvaient gouverner que selon la loi divine. Les rois transformèrent ce concept en un sceau d'approbation divine de toute action royale. Le concept de démocratie parlementaire débuta comme un contrôle populaire envers le pouvoir monarchique absolu. Il se termina par le Parlement, devenu la partie essentielle de l'État, et chacun des actes totalement souverains. Comme le conclut de Jouvenel, bien des auteurs de théorie de la souveraineté ont eu l'un ou l'autre de ces desseins. Mais il n'est aucune d'elles qui, enfin, lentement ou rapidement détournée de son intention première, n'ait renforcé le pouvoir en lui fournissant la puissante assistance d'un souverain invisible auquel il tendait et réussissait à s'identifier. De même, avec des doctrines plus spécifiques, les droits naturels de l'individu sanctifiés par John Locke et dans la Bill of Rights, c'est-à-dire la Déclaration des droits, devint un droit au travail étatiste. L'utilitarisme est passé des arguments pour la liberté aux arguments contre la résistance aux invasions de l'État dans la liberté. La tentative, certainement la plus ambitieuse d'imposer des limites à l'État, fut la Bill of Rights, donc la Déclaration des droits, et autre partie restrictive de la Constitution américaine, dans laquelle les limites écrites envers l'État devinrent la loi fondamentale, devant être interprétée par un pouvoir judiciaire supposé indépendant des autres branches de l'administration. Tous les Américains sont familiers du processus selon lequel la construction des limites dans la Constitution a été inexorablement élargie sur le siècle dernier. Mais peu ont été aussi fins que le professeur Charles Blake pour voir que l'État avait, ce faisant, largement transformé la sanction judiciaire elle-même d'un dispositif limité en un autre instrument encore, permettant de conférer une légitimité idéologique aux actions étatiques. Car si un verdict judiciaire d'anticonstitutionnalité est un puissant frein au pouvoir étatique, un verdict implicite ou explicite de constitutionnalité constitue une arme redoutable pour encourager l'acceptation publique d'un pouvoir étatique toujours plus large.
Le professeur Blake débute son analyse en soulignant la nécessité cruciale de la légitimité pour que toute administration perdure. Cette légitimation signifiant essentiellement l'acceptation par une majorité de l'administration et de ses actions. L'acceptation de la légitimité devient un problème tout particulier dans un pays tel que les États-Unis, où des limites substantives sont intégrées à la théorie sur laquelle l'administration repose. Ce qui est nécessaire, ajoute Blake, est un moyen par lequel l'administration peut assurer au public que la croissance de ses pouvoirs est bien constitutionnelle. Et ceci, conclut-il, a été la principale fonction historique de la sanction judiciaire. Laissons Blake illustrer le problème. Le risque suprême pour l'administration est celui de la désaffection et un sentiment d'indignation largement répandu dans la population, et de la perte de l'autorité morale de l'État en tant que tel, quelque temps que dure son soutien via la force ou l'inertie, ou l'absence d'une alternative attrayante est immédiatement disponible. Presque tout le monde vivant sous une administration au pouvoir limité doit, tôt ou tard, être soumis à une action étatique qu'il considère à titre personnel comme hors du pouvoir étatique ou comme formellement interdite à l'administration. Un homme est appelé sous les drapeaux, bien qu'il ne trouve rien sur sa mobilisation dans la Constitution. On dit à un agriculteur combien de blé il peut récolter. Il croit et découvre que des avocats respectables croient avec lui que l'administration n'a pas plus le droit de lui dire combien de blé il peut cultiver que de dire à sa fille qui elle peut épouser. Un homme est envoyé au pénitentiaire fédéral pour avoir dit ce qu'il voulait, et il fait les 100 pas dans sa cellule en récitant « Le Congrès ne fera aucune loi restreignant la liberté d'expression ». Le danger est si réel que chacune de ces personnes, et qui n'en ferait pas partie, confrontera le concept d'administration limitée avec la réalité, comme elles l'aperçoivent, en l'outrepassement flagrant des limites actuelles, et tire la conclusion évidente quant au statut de la légitimité de son administration. Ce danger est évité par la doctrine proposée par l'État où un organisme doit avoir la décision finale sur la constitutionnalité et que cet organisme, en dernière analyse, doit faire partie de l'administration fédérale. La fonction première et la plus nécessaire de la Cour suprême a été celle de la validation et non celle de l'invalidation, ce dont un gouvernement de pouvoir limité a besoin, au début et pour toujours, sont des moyens de convaincre les gens qu'il a pris toutes les mesures humainement possibles pour rester dans les limites de ses pouvoirs. C'est la condition de sa légitimité, et la légitimité à long terme est la condition de sa survie. Et la Cour, à travers son histoire, a agi comme la légitimation du gouvernement. Car tandis que l'apparente indépendance de la justice fédérale a joué un rôle vital à faire de ses actions de saintes écritures virtuelles pour la masse du peuple, il est également toujours vrai que le pouvoir judiciaire fait partie intégrante de l'appareil étatique et est nommé par les pouvoirs exécutifs et législatifs. Blake admet que cela signifie que l'État s'est érigé en juge de sa propre cause, violant ainsi un principe juridique fondamental visant des décisions justes. Il nie catégoriquement la possibilité de toute autre lecture. Pour Blake, cette solution dilettante, bien que paradoxale, est évidente. Le pouvoir final de l'État doit s'arrêter là où la loi l'arrête. Et qui fixera la limite? Et qui imposera l'arrêt contre le pouvoir le plus puissant? Eh bien l'État lui-même, bien sûr, par l'intermédiaire de ses juges et de ses lois. Qui contrôle le tempéré? Qui instruit le sage? Lorsque les questions concernent le pouvoir étatique dans une nation souveraine, il n'est pas possible de choisir un arbitre extérieur à l'administration. Chaque administration nationale, tant qu'elle est administration, doit avoir le dernier mot sur son pouvoir. Blake ajoute, le problème alors est de concevoir de tels moyens de décision étatique qui pourront, il est parié, réduire à un minimum tolérable l'intensité de l'objection que l'administration est juge de sa propre cause. Cela fait, on ne peut qu'espérer que cette objection, bien que théoriquement toujours défendable, perdra assez de sa force en pratique pour que le travail de légitimation de l'institution décidant puisse se voir accepté. En dernière analyse, Blake estime que l'accomplissement de la justice et de la légitimité à partir du jugement perpétuel de l'État sur sa propre cause comme chose tenant du miracle. Cette qualification de miraculeux de l'État en rappelle la justification faite par James Burnham via le mysticisme et l'irrationalité.
Dans les temps anciens, avant que les illusions de la science aient corrompu la sagesse traditionnelle, les fondateurs des villes étaient connus pour être des dieux ou des demi-dieux. Ni la source ni la justification de l'État ne peuvent être formulées en termes totalement rationnels. Pourquoi devrais-je accepter le principe héréditaire ou démocratique ou tout autre principe de légitimité ? Pourquoi un principe devrait-il justifier la domination de cet homme sur moi ? J'accepte le principe, eh bien, parce que je l'accepte, parce que c'est comme ça et parce que cela le fut. Petit aparté pour vous dire que j'ampute ce chapitre d'un court passage dans lequel Rothbard cite une décision de justice américaine un peu complexe, mais reprenons dès à présent notre lecture. Ainsi, l'État a toujours fait preuve d'un talent remarquable pour l'extension de ses pouvoirs au-delà des limites qui pouvaient lui être imposées. Puisque l'État vit nécessairement de la confiscation forcée du capital privé, et puisque son extension implique nécessairement des incursions toujours plus nombreuses chez les individus et les entreprises privées, nous devons affirmer que l'État est profondément et intrinsèquement anticapitaliste. En un sens, notre position va à l'inverse du credo marxiste, selon lequel l'État serait le comité exécutif de la classe dirigeante actuelle, supposée capitaliste. Au contraire, l'État, c'est-à-dire l'organisation des moyens politiques, incarne et constitue la source de la classe dirigeante, plutôt de la caste dirigeante, et s'oppose en permanence au véritable capital privé. Nous pouvons donc dire avec Bertrand de Jouvenel: « Il ne faut rien connaître que son propre temps, tout ignorer du comportement millénaire du pouvoir, pour ne voir dans ses opérations, nationalisation, impôt sur le revenu, etc., que le fruit de certaines doctrines. Elles sont des manifestations normales du pouvoir, point différentes dans leur nature de la confiscation des biens monastiques par Henri VIII. Le principe en est le même, appétit d'autorité, soif de moyens, et les mêmes caractères apparaissent dans toutes ces opérations, y compris l'élévation rapide de profiteurs des dépouilles. Socialiste ou non, le pouvoir doit nécessairement lutter contre l'autorité capitaliste et dérober la substance accumulée par les capitalistes. Il suit en cela sa propre loi. » Chapitre 5. Ce que l'État craint. Bien sûr, ce que l'État craint par-dessus tout est toute menace fondamentale à son propre pouvoir et à sa propre existence. La mort d'un État peut arriver de deux manières principales, suite à la conquête par un autre État ou par renversement révolutionnaire mené par ses propres sujets. En bref, par la guerre ou par la révolution. Guerre et révolution parce que les deux menaces fondamentales suscitent invariablement chez les dirigeants de l'État leur effort maximum et une propagande maximale envers le peuple. Comme explicité ci-dessus, tout moyen est toujours bon à utiliser pour mobiliser les gens pour venir à la défense de l'État, en croyant qu'ils se défendent eux-mêmes. La fausseté de l'idée devient évidente lorsque la conscription est exercée contre ceux qui refusent de se défendre eux-mêmes et sont donc forcés de rejoindre la bande des militaires de l'État. Inutile d'ajouter qu'aucune défense ne leur est permise contre cet acte de leur propre État. Lors de guerre, le pouvoir de l'État est poussé dans ses extrêmes limites et sous les slogans de défense et d'urgence. Il peut imposer une tyrannie au public au point qu'elle pourrait subir une résistance ouverte en temps de paix. La guerre offre donc de nombreux avantages à un État. Et de fait, chaque guerre moderne a apporté au peuple belligérant un héritage permanent de fardeaux étatiques accrus sur la société. De plus, la guerre offre à un État des occasions tentantes de conquérir des terres où il pourrait exercer son monopole de la force. Randolph Bourne avait certainement raison lorsqu'il écrivit que la guerre est la santé de l'État. Mais pour un État quelconque, une guerre peut être synonyme de santé ou de blessure grave. Nous avons vu que le soutien des intellectuels était essentiel pour l'État, y compris le soutien contre leurs deux pires menaces. Comme Bourne le dit, un moyen commun utilisé par les intellectuels pour gagner le soutien des actions de l'État consiste à canaliser toute discussion au sein des limites, au fondement de la politique étatique et à décourager toute critique de fond ou totale de ce cadre fondamental. Nous pouvons vérifier l'hypothèse d'un État surtout intéressé de se protéger lui-même plutôt que ses sujets en demandant quelle catégorie de crimes l'État peut-il poursuivre et punir le plus sévèrement, ceux visant les citoyens privés ou ceux qui le visent. Les crimes les plus graves, selon le lexique de l'État, sont presque invariablement non pas l'invasion de personnes ou de propriétés privées,
mais des dangers pour sa propre satisfaction. Par exemple, la trahison, la désertion d'un soldat pour l'ennemi, le non-enregistrement pour conscription, la subversion et le complot subversif, l'assassinat des dirigeants et les crimes économiques contre l'État, tels que la contrefaçon de sa monnaie ou l'évasion fiscale. Ou comparer le degré de zèle dédié à la poursuite de l'agresseur d'un policier avec l'attention que l'État accorde à l'agression d'un citoyen ordinaire. Pourtant, curieusement, la priorité ouvertement accordée par l'État à sa propre défense contre le public frappe peu de personnes comme étant contraire à sa raison d'être présumée. Comme Mencken le dit avec son style inimitable, ce gang, entre guillemets, les exploiteurs constituant l'administration, est quasi immunisé contre toute sanction. Ces pires extorsions, même lorsqu'elles sont pour le strict profit privé, n'entraînent aucune sanction certaine selon nos lois. Depuis les premiers jours de la République, moins de quelques douzaines de ses membres ont été destitués, et seuls quelques obscurs sous-fifres furent mis en prison. Le nombre d'hommes emprisonnés à Atlanta ou Leavenworth pour s'être révoltés contre les exactions étatiques reste encore 10 fois supérieur au nombre de responsables étatiques condamnés pour avoir opprimé les contribuables à leurs propres avantages. Chapitre 6. Comment les États interagissent entre eux. Puisque l'espace territorial de la Terre est divisé entre différents États, les relations inter-États doivent occuper beaucoup du temps et de l'énergie d'un État. La tendance naturelle d'un État est d'étendre son pouvoir, et extérieurement, une telle extension prend forme en conquérant un espace territorial. À moins qu'un territoire soit sans État ou inhabité, une telle expansion implique par essence un conflit d'intérêts entre un ensemble de dirigeants étatiques et un autre. Seul un ensemble de dirigeants peut obtenir un monopole de coercition sur une quelconque zone territoriale donnée à un même moment. Le pouvoir complet sur un territoire par l'État X ne peut être obtenu que par l'expulsion de l'État Y. La guerre, bien que risquée, sera une tendance éternelle des États, ponctuée de périodes de paix et d'alliances et coalitions changeantes entre États. Nous avons vu que la tentative interne ou domestique de limiter l'État, du XVIIe au XIXe siècle, atteignit sa forme la plus notable avec le constitutionnalisme. Son pendant externe ou affaires étrangères fut le développement du droit international, en particulier ses formes telles que les lois de la guerre et les droits des neutres. Cela doit par ailleurs être distingué du droit international moderne, qui met l'accent sur l'optimisation de l'étendue de la guerre grâce à des concepts tels que la sécurité collective. Certaines parties du droit international étaient à l'origine purement privées et découlaient du besoin pour les commerçants et les hommes d'affaires du monde entier de protéger leurs biens et de régler leurs différends. Les exemples sont le droit de l'amirauté et le droit commercial. Mais même les règles étatiques émergent volontairement et ne furent imposées par aucun super-État international. L'objet des lois de la guerre était de limiter la destruction inter-État à l'appareil d'État soi-même, préservant ainsi le public civil innocent du massacre et de la dévastation de la guerre. L'objectif du développement du droit des neutres était de préserver le commerce civil privé international, même avec des pays ennemis, de la saisie par une des parties en guerre. L'objectif primordial était donc de limiter la portée de toute guerre et en particulier de limiter son impact destructeur sur les citoyens privés des pays neutres et même des pays en guerre. Le juriste F.J.P. Veal décrit avec charme un tel combat civilisé comme il fut brièvement florissant dans l'Italie du XVe siècle. Les riches bourgeois et marchands de l'Italie médiévale étaient trop occupés à gagner de l'argent et à profiter de la vie pour affronter les écueils et les dangers de faire d'eux des soldats. Ainsi, ils adoptèrent l'habitude d'engager des mercenaires pour combattre pour eux. Et, étant économes avec sens des affaires, ils renvoyaient leurs mercenaires aussitôt qu'ils pouvaient se dispenser de leurs services. Les guerres furent donc menées par des armées engagées à chaque campagne. Pour la première fois, être un soldat devint une profession raisonnable et relativement inoffensive. Les généraux de cette période manœuvraient les uns contre les autres, souvent avec une habileté consommée, mais quand un avait gagné l'avantage, soit son adversaire battait en retraite, soit il se rendait. Selon une règle reconnue, une ville ne pouvait être mise à sac que si elle opposait une résistance. L'immunité pouvait toujours être d'achetée en payant une rançon. Comme conséquence naturelle, aucune ville ne résista jamais.
étant évident qu'un État trop faible pour défendre ses citoyens voit son allégeance confisquée. Les civils avaient peu à craindre des dangers de guerre qui n'étaient l'affaire que des soldats professionnels. De même, le professeur Neff décrit sur la guerre de Don Carlos menée en Italie entre la France, l'Espagne et la Sardaigne contre l'Autriche au XVIIIe siècle. Lors du siège de Milan par les Alliés et plusieurs semaines plus tard à Parme, les armées rivales s'affrontèrent en une bataille féroce hors de la ville. En aucun de ces endroits, la sympathie des habitants n'allait vraiment pour un côté ou pour l'autre. Leur seule crainte était que les troupes de l'une ou l'autre armée passent leurs portes et les pillent. La peur s'avéra infondée. À Parme, les citoyens coururent vers les remparts de la ville pour observer la bataille dans la campagne environnante. La différenciation quasi absolue du citoyen privé des guerres de l'État dans l'Europe du XVIIIe siècle fut soulignée par Neff. Même les communications postales ne réussirent pas à être limitées longtemps en temps de guerre. Les lettres circulaient sans censure, avec une liberté qui surprend un esprit du XXe siècle. Les sujets des deux nations en guerre se parlaient les uns les autres s'ils se rencontraient, et s'ils ne pouvaient se rencontrer correspondaient non pas en ennemis mais en amis. La notion moderne n'existe que depuis très peu, où les sujets de tout pays ennemi sont en partie pris pour responsables des actes belliqueux de leurs dirigeants. D'ailleurs, les dirigeants en guerre n'avaient aucune volonté ferme de bloquer les communications avec les sujets de l'ennemi. Les anciennes pratiques inquisitrices d'espionnage en lien avec le culte et la croyance religieuse disparaissaient, et aucune inquisition comparable touchant les communications politiques et économiques n'était même envisagée. Les passeports furent à l'origine créés pour assurer une conduite sûre en temps de guerre. Pendant la majorité du XVIIIe siècle, il fut rare que les Européens abandonnèrent leur voyage dans un pays étranger que le leur combattait. Et le commerce étant de plus en plus reconnu comme bénéfique aux deux parties, la guerre du XVIIIe siècle fait également contrepoids à un volume considérable de commerce avec l'ennemi. À quel point les États ont outrepassé les règles de la guerre civilisée au cours de ce siècle n'a pas besoin d'être expliqué ici. À l'ère moderne de la guerre totale, combinée à la technologie de destruction totale, l'idée même de limiter la guerre à l'appareil de l'État semble encore plus désuète et obsolète que la constitution originelle des États-Unis. Quand les États ne sont pas en guerre, les accords sont souvent nécessaires pour réduire les frictions au minimum. Une doctrine ayant curieusement gagné une large acceptation est la prétendue sainteté des traités. Ce concept est considéré comme l'équivalent de la sainteté du contrat. Mais un traité et un contrat variable n'ont rien en commun. Un contrat transfère de manière précise des titres de propriété privés. Puisqu'un gouvernement, en aucun sens propre du terme, ne possède sa zone territoriale, aucun des accords qu'il conclut ne confère le moindre titre de propriété. Si par exemple M. Dupont vend ou donne sa terre à M. Martin, l'héritier de Dupont ne peut pas légitimement contester l'héritier de Martin et revendiquer la terre comme étant légitimement la sienne. Le titre de propriété a déjà été transféré. Le contrat de Dupont-père s'impose automatiquement au jeune Dupont, car le premier avait déjà transféré la propriété. Le jeune Dupont n'a ainsi aucun droit sur la propriété. Le jeune Dupont ne peut réclamer que ce dont il a hérité du père Dupont. Et ce dernier ne peut léguer que des biens qu'il possède encore. Mais si, à un certain moment, le gouvernement de, disons, la Ruritanie est contraint ou même corrompu par le gouvernement de Moldavie à céder une partie de son territoire, il est absurde de prétendre qu'il soit interdit à jamais, interdit pour les gouvernements et les habitants des deux pays de réclamer une réunification de la Ruritanie au motif du caractère sacré d'un traité. Ni les gens, ni les terres du nord-ouest de la Ruritanie n'appartiennent à aucun des deux gouvernements. Comme corollaire, un gouvernement ne peut certainement pas engager, par le poids du passé, un gouvernement ultérieur par un traité. Un gouvernement révolutionnaire qui renverse le roi de Ruritanie pourrait de même difficilement être tenu responsable des actes ou des dettes du roi, car un gouvernement n'est pas, comme l'est un enfant, un véritable héritier des propriétés de son prédécesseur. Chapitre 7. L'histoire, course entre pouvoir étatique et pouvoir social. Tout comme les deux interrelations fondamentales et mutuellement exclusives entre les hommes sont la coopération pacifique contre l'exploitation et la production contre la prédation coercitive, l'histoire de l'humanité, en particulier son histoire économique,
peut, de même, être considéré comme un conflit entre ces deux principes. D'une part, il y a la productivité créatrice, l'échange pacifique et la coopération. De l'autre, le diktat de la prédation coercitive sur ces relations sociales. Albert J. Enoch aimait appeler ces forces en compétition pouvoir social et pouvoir d'État. Le pouvoir social est le pouvoir de l'homme sur la nature, sa transformation coopérative des ressources de la nature et sa compréhension des lois de la nature au profit de tous les individus qui y participent. Le pouvoir social est le pouvoir sur la nature, le niveau de vie atteint par les hommes dans un échange mutuel. Le pouvoir de l'État, comme on l'a vu, tient dans la saisie coercitive et parasitaire de cette production, drainant les fruits de la société au profit de dirigeants non productifs, en réalité antiproductifs. Alors que le pouvoir social est envers la nature, le pouvoir de l'État est le pouvoir sur l'homme. Au cours de l'histoire, les forces productives et créatrices de l'homme ont, à maintes reprises, élaboré de nouvelles façons de transformer la nature au bénéfice de l'homme. Ce fut le temps où le pouvoir social devançait le pouvoir de l'État et où le degré d'empiètement de l'État sur la société diminuait considérablement. Mais toujours, après un délai plus ou moins long, l'État est arrivé dans ces nouvelles zones pour paralyser et confisquer à nouveau le pouvoir social. Au milieu des flux d'expansion et de contraction, l'État veille toujours à saisir et à conserver certains postes de commandement essentiels de l'économie et de la société. Parmi ces postes de commandement se trouve le monopole de la violence, le monopole du pouvoir judiciaire ultime, les voies de communication et de transport, la poste, les routes, les rivières, les voies aériennes, l'eau irriguée chez les despotismes orientaux et l'éducation, pour modeler les opinions et ses futurs citoyens. Dans l'économie moderne, la monnaie est le poste de commandement essentiel. Si du XVIIe siècle au XIXe siècle, dans de nombreux pays occidentaux, il y eut des périodes d'accélération du pouvoir social et une augmentation corollaire de liberté, de paix ou de bien-être matériel, le XXe siècle aura été avant tout une époque où le pouvoir de l'État a rattrapé, avec la conséquence d'un retour à l'esclavage, à la guerre et à la destruction. Ce processus parasite de rattrapage fut presque ouvertement proclamé par Karl Marx, qui concéda que le socialisme doit être établi par la saisie du capital précédemment accumulé via le capitalisme. Durant ce siècle, l'espèce humaine fait face, une fois encore, au régime virulent de l'État. L'État, désormais armé des fruits du pouvoir créateur de l'homme, confisqué et perverti à ses propres fins. Les derniers siècles furent des époques où les hommes tentèrent d'imposer des limites constitutionnelles et autres à l'État, et finirent par constater que de telles limites, comme toutes les autres tentatives, avaient échoué. De toutes les nombreuses formes que les régimes prirent au cours des siècles, de tous les concepts et institutions qui furent essayés, aucun n'a réussi à tenir l'État sous contrôle. Le problème de l'État est évidemment très loin d'être résolu. Peut-être de nouvelles voies doivent-elles être explorées, si l'on veut que la solution finale et réussie à la question étatique puisse être à jamais résolue. Certainement, un ingrédient indispensable d'une telle solution réside dans le démantèlement de l'alliance des intellectuels et de l'État, par la création de centres d'études et d'éducation intellectuelle qui seront indépendants du pouvoir de l'État. Christopher Dawson note que les grands mouvements intellectuels de la Renaissance et des Lumières furent réalisés en travaillant en dehors et parfois contre les universités bien établies. Ces universités des nouvelles idées furent établies par des mécènes indépendants. Merci pour votre écoute attentive. Nous arrivons désormais à la fin de cette lecture de l'anatomie de l'État. Comme vous avez pu l'entendre, ce livre offre une critique radicale et provocante de l'État, tout en ouvrant la porte à une réflexion profonde sur la liberté, la souveraineté individuelle et propose des alternatives possibles au système politique actuel. J'espère que cette lecture vous a inspiré ou à tout le moins amené à réfléchir différemment sur des questions essentielles. Peu importe vos opinions, ce genre de réflexion est toujours enrichissant. Merci encore pour votre temps et votre curiosité. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à laisser un commentaire ou vous abonner pour plus de contenu explorant des idées fortes et hors des sentiers battus. À très bientôt pour de nouvelles lectures et discussions.